Est-ce que vous connaissez ce gars? Je pense pas. Et pourtant, si vous êtes récemment tombé en extase devant la qualité visuelle des jeux vidéo récents, c'est probablement grâce à lui. Ce développeur, c'est le patron du studio Epic Games. Oui, les gens qui éditent Fortnite. Rien que ça. Ça, tout le monde connaît, évidemment. Mais ce que très peu de gens savent, c'est qu'en réalité, Fortnite n'est pas du tout son projet le plus fou. Le projet qui est en train de simultanément révolutionner les industries du jeu vidéo, du cinéma, de la télévision, du métavers, c'est ce qui fait tourner Fortnite, le moteur de jeu Unreal Engine. On va vous raconter son origine, comment il a plus ou moins développé tout seul, et comment aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire tourner ce studio virtuel, notamment avec des sliders de caméra assez particuliers qui viennent de sortir. Vous allez voir, c'est des pépites. Il s'appelle Tim Sweeney, et tout commence quand il découvre le code à 9 ans. Donc entre 1982 et 91, il va cumuler 12 000 heures de prog. En 91, il va sortir son premier jeu qui s'appelle ZZT, un jeu d'aventure sur MS-DOS en ASCII, qui va connaître son petit succès tout de même. Et à la suite de ce succès, c'est là où il va renommer son studio Epic Mega Games, le nom qu'on leur connaît actuellement, qui deviendra Epic Games. Tim n'a pour l'instant que 22 ans. C'est une giga brute et il est en plus assez charismatique en interview, ce qui n'est pas forcément commun. Pour un développeur, c'est pas commun. Oui, non, c'est plutôt assez fort. Et il a un très bon sens du marketing. Sur ZZT, il y a un éditeur de niveau qui a grandement participé au succès. Et il y a toute une communauté de modeurs qui commence à se mettre en place. Un modeur, c'est du coup un passionné de jeux et de dev et de hacking, ça ressemble un peu. Et ils vont créer donc des mods qui sont des ajouts, des modifications d'un jeu qui n'ont pas été prévus par le développeur. C'est vraiment, ils viennent se foutre là et modifier bidouiller des trucs. Ensuite, il y a une notion très communautaire qui fait que Tim, ça va pas mal lui plaire et il va décider d'embaucher ses modeurs pour développer son prochain jeu. Chose qui est pas commune. Bah c'est stylé pour un modeur. Genre, carrément. Tu fais ça dans ton coin le soir et tout machin, et là, t'as le mec du jeu qui t'appelle. Alors, en tu mode viens petit CDI. Ouais. Et surtout, c'est pas du tout habituel comme façon de faire en réalité. Bon, ce sont pas des développeurs de jeux vidéo, donc c'est pas non plus si simple que ça. Et j'ai l'impression que le programme, c'est principalement jouer à Doom toute la journée. Donc voilà. Mais c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir une idée. C'est donc de développer un nouvel éditeur, même un nouveau moteur de jeu qui s'appelle Unreal Engine. Ce moteur va donner naissance à un FPS qui s'appelle Unreal et donc qui sort en 1998. Peut-être que vous en avez entendu parler. Unreal Tournament? Alors, je vais pas mentir, Tiffany, à cette époque-là, j'ai 1 an. Ouais. Moi, j'ai pas 1 an et si c'est Unreal Tournament, j'ai passé énormément d'heures au collège à jouer à ce jeu-là. C'est trop bien. Et bah voilà, c'est un jeu qui tourne sur la première version du moteur Unreal Engine. Et bah, ça fait un carton. Toute la critique va le saluer au niveau des graphismes notamment. Ah ouais, donc au niveau génial. texture, lumière, la fumée. Donc c'est des capacités qui pourraient nous paraître évidentes aujourd'hui, mais qui à l'époque sont assez révolutionnaires. C'est vrai que ça a plus de 20 ans, ça, ce qu'on regarde. Ouais. Conséquence, plein de studios vont contacter Unreal pour savoir si, par le plus grand des hasards, ils voudraient pas prêter finalement leur moteur pour leur jeu. Et c'est ce qu'ils vont faire en réalité. Ils vont proposer donc une licence pour Unreal Engine à la vente. Et donc Rainbow Six, Fable, Splinter Cells et plein d'autres vont voir le jour qui utilisent tous le moteur Unreal Engine. Ça marche sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, sur Nintendo. Sur Nintendo. C'est ça qui est trop bien en réalité pour un moteur de jeu. Pareil, aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais le fait que tu développes un truc qui marche sur toutes les plateformes, c'est juste trop bien. Et dans le même temps, son principal concurrent, donc Doom Engine, fait pour le coup le choix inverse, où ils vont décider de garder le moteur de jeu en interne, de pas le partager. Et ça va pas être payant. Va pas être payant. On connaît évidemment, nous, la suite. Ça laisse la voie complètement libre à Unreal Engine, qui d'année en année va voir son prix de licence baisser. C'est-à-dire qu'à un moment, ils mettent en place un truc où si tu as moins de 50 000 balles de chiffre d'affaires, eh ben, t'es pas obligé de payer les 25% de frais à Epic Games. C'est malin. Donc, voilà, pour des petits studios indépendants, etc. C'est malin. Et si ton jeu marche, t'as 25% du gâteau qui revient à Epic. Et un petit sens financier, le team, si je peux me permettre. Pas mal, effectivement. En 2005, alors que toute l'équipe est en train de bosser sur Unreal Engine 3, une version qui n'a pour l'instant aucun jeu qui l'utilise, lui est déjà en train de travailler sur la version 4. Et en fait, il y a un seul gars qui est en train de bosser sur le code source de ce nouveau Unreal Engine 4 qui va être révolutionnaire. C'est le fondateur d'Epic Games lui-même, donc Tim Sweeney, qui tout seul, pendant plusieurs années, va bosser sur cette version. Alors, évidemment, il va ensuite
le fournir aux équipes qui vont prendre la main dessus. La version stable va arriver en 2014 après des années de développement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, voici la liste des jeux qui utilisent la version 4. Il y a des très 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 gros noms partout. Un jour, en fait, il s'est réveillé, il a la tête d'une boîte. C'est déjà immense. C'est ça, en fait, il est déjà milliardaire au moment où il se lance dans le développement solo de son petit engine. À cette époque-là, voyant l'industrie du jeu changer, Epic Games et Team donc vont s'adapter et vont s'inspirer du modèle de League of Legends. Donc un jeu gratuit qui gagne de l'argent grâce à des microtransactions pour de la cosmétique. Mais Epic Games sont très forts pour sentir le vent. Et ils vont donc créer un jeu gratuit qui fonctionne en free-to-play avec des cosmétiques payantes. C'est évidemment celui qu'on connaît tous, Fortnite, auquel ils vont rajouter en plus une fonctionnalité de Battle Royale en seulement 2 mois, voyant la hype qu'il y a eu avec H1Z1 et PUBG. Et donc, c'est un carton, plus de 350 millions de joueurs, des joueurs qui deviennent des superstars comme Ninja, des événements, un code créateur qui va rendre extrêmement riche, évidemment, énormément de gens. Que tu regrettes de ne pas avoir joué à Fortnite, Mickaël. Mais il y a une époque où si tu voulais devenir millionnaire rapidement, en jouant aux jeux vidéo, objectivement, c'était Twitch Code Creator. J'ai une anecdote sur le Code Creator, c'est qu'à un moment, il y a un jeu qui est sorti, ça devait être Apex Legends, je crois, qui est un autre Battle Royale. Ouais. Et pour faire face à cette concurrence où les streamers, ils ont commencé à streamer du Apex Legends pour la sortie et tout machin, ils ont fait « Ah ok, bon bah le Code Creator là, on fait x4 dessus ». Du coup, tous les streamers ont joué à Fortnite. Et je sais qu'il y a des streamers, y compris français, mais aussi aux États-Unis. Michou, etc. Michou, Inox et tout. En un mois, je vais dire un peu des chiffres au pire, mais c'était à minima des centaines de milliers d'euros. Ouais, obligé. Voire potentiellement des millions, juste parce que le code créateur x4. C'était Et pour faire face à la concurrence. Donc, en tout cas, c'est le jackpot, cette époque pour Epic Games. Et ce succès, vous allez voir, n'est pas pour rien pour la suite complètement dingue que va avoir ce moteur de jeu. En 2015, Epic Games donc va décider d'appliquer le même modèle que sur Fortnite sur Unreal Engine. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'une licence à $99 à gratuit. Et même le système de réduction des frais va devenir encore plus avantageux, où c'est seulement si tu dépasses 1 million de chiffre d'affaires qu'ils vont te prendre 5% de tes ventes. Donc ça commence à devenir vraiment un deal mais ça, imbattable. Pour les studios indépendants, c'est imbattable. À ce moment-là, ils se mettent à travailler sur la version 5 du moteur, qui, techniquement, commence à être vraiment folle. Fortnite devient le premier jeu à tourner sur cette version 5, et ils rachètent une société qui s'appelle Quixel. Vous la connaissez pas, et pourtant, ce move est ultra important en réalité, puisque Quixel sont des gens qui font des scans 3D très réalistes d'environnement. Donc c'est plutôt des environnements naturels, et ils vont proposer cette librairie géante 3D qu'ils ont achetée à grands frais, gratuitement, à tous les utilisateurs du moteur gratuit Unreal Engine. Ouais. Et ça, en fait, on se rend pas compte à quel point ça va changer énormément de choses dans l'industrie, notamment dans le cinéma. Parce que, avec le fait que ça commence à devenir de plus en plus photoréaliste et que les capacités deviennent folles, des gens commencent à se dire, et si jamais on l'incrustait dans des vidéos pour le cinéma? Alors, il y a plusieurs technologies qui existent. On a beaucoup vu ça, notamment sur des publicités ou sur The Mandalorian, la série de Disney. Apparemment, il y en a un peu dans Le Roi Lion de 2019. Dans des publicités à la télévision, ça commence à se répandre partout comme une traînée de poudre. Des studios virtuels qui tournent sur Unreal Engine. Pourquoi c'est trop bien cette techno? Parce que tu mets des écrans LED immenses tout autour de tes sujets. Et grâce à un tracking des caméras en temps réel dans l'espace, tu peux le changer et modifier la parallaxe pour que ton œil ne se rende même pas compte que c'est un écran et que en réalité derrière tu as un fond infini avec des décors incroyables et ça permet pour pas trop cher de faire des tournages virtuels en pré-production. C'est ça la grosse différence aussi, c'est qu'avant on marchait beaucoup avec du fond vert qu'on enlevait et qu'on remplaçait avec des effets, de la 3D, etc. Là, le processus de production devient inversé. C'est-à-dire qu'on crée un jeu vidéo, parce que c'est littéralement ça. Hein. Là, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes outils que les gens qui font le jeu Star Wars. Ouais. Ça, c'est marrant. Et donc, on tourne dedans. Ce qui veut dire que c'est du temps réel. C'est pour ça que Unreal a aussi bien marché. C'est que c'est fait pour tourner sur une machine d'un gamer. Donc, c'est fait pour afficher tout à 60 FPS au minimum, en très haute définition et en temps réel. Et donc, le réalisateur sur le set peut dire j'aimerais passer au jour, à la nuit, le soleil, je le veux là, je veux déplacer cette montagne, en fait, finalement, qu'elle soit de l'autre côté. Tout ça peut être modifié par les équipes techniques. Et les acteurs sont réellement immergés, ils ne doivent pas s'imaginer en termes d'immersion, du verre, etc. Ouais.
Et évidemment, pour ceux qui découvrent ça en même temps que nous, je sais qu'il y en a, nous sommes actuellement du coup dans un studio virtuel. On va pas vous mentir, on peut pas faire ça facilement. Tout est vraiment très coûteux et notamment on a dû trouver des hacks partout. Notamment, le studio fond vert, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait installer ce qu'on appelle un cyclorama. Donc c'est un truc vert qui épouse les formes, etc. C'est un bras. Nous, on a l'équipe, notamment Thiel, qui a pris les planches, on a vissé tout ça, on a fait des ateliers peinture, etc. C'était une aventure complètement dingue qu'on vous racontera évidemment. Pareil, les caméras, on a trouvé des hacks, etc. Et notamment, alors c'est là où on a vraiment gagné pas mal de sous, on va pas mentir, c'est sur cette technologie qui permet de déplacer les caméras en temps réel sans avoir à avoir un système de tracking. Ce que font la plupart des studios, c'est qu'ils ont un système pour traquer les caméras dans l'espace, avec des caméras partout, des marqueurs. Ça peut coûter vraiment des centaines de milliers d'euros. Je n'exagère même pas. Et pareil, il faut des caméras sur slider, des sliders motorisés qui peuvent coûter très très cher genre aussi. Des grues, des... Ouais, voilà. Et nous, on est tombé sur, à la base, ce qui était un projet Kickstarter. C'est vrai? Que j'ai déniché un soir d'août quand je faisais mes recherches. C'est des sliders qui s'appellent Axibo. Il est beau vu d'ici, le studio. Ouais. Là. Ouais, ça fait assez cool. C'est un slider plus tête de caméra qui est normalement plutôt fait pour être utilisé en indépendant. Typiquement, si vous avez des shots produits à faire, vous achetez ça plus une télé et hop, vous pouvez mettre votre produit pour votre pub dans n'importe quel environnement. Et donc, nos sliders sont pas normaux puisqu'ils vont inclure des données de tracking. Ce qui veut dire que les caméras, on connaît leur position en temps réel dans l'espace. Et là, notamment, si vous regardez au bord de nos têtes, par exemple, eh ben, vous allez voir que grâce à cette parallaxe, ça permet de simuler le fait que le décor est réel. Donc, tes caméras deviennent traquées plus pilotables. Et du coup, via une API qu'on a investiguée, etc., ou qu'on utilise, eh ben, tu peux tout contrôler à distance, le zoom, le déplacement de la caméra, gauche, droite, au bas. Et du coup, on leur a demandé s'il n'y avait pas moyen de gratter un petit code promo à vous partager si ça vous intéresse. C'est Micode 10. Donc, si vous voulez 10% dessus, ça nous soutient indirectement aussi. Ça permet de financer aussi tout ce beau studio. Donc, merci à ceux qui l'utiliseront. Et l'avantage, c'est que pour nous, on a un studio. Il n'y a pas besoin d'avoir 5 studios pour des environnements différents. Là, on est en train de travailler, par exemple, sur un nouveau décor qui sera pour notre chaîne YouTube, voilà, sur Micode. Et pour le coup, vous allez voir, ça n'aura absolument rien à voir avec l'ambiance ici, où c'est plutôt chalet, montagne et tout. Là, ce sera très différent. Un peu plus genre cyberpunk. On nous ment depuis le début. Et après, en fait, il y a quand même une technique. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en retard depuis le début de la saison. C'est que, clairement, il y a quand même des conséquences techniques à ça. Par contre, on a un décor trop stylé. Ouais, moi, j'aimais bien une métaphore de Mathieu qui disait l'année dernière, c'était vraiment simple de lancer les tournages. Aujourd'hui, ça ressemble un peu à démarrer une fusée. Genre, il y a besoin de 4 personnes en vrai. qui sont comme ça autour d'une régie avec des ordis et des boutons partout. Ils font clac, clac, clac. En vrai, depuis 2-3 semaines, ça va mieux. Mais c'est vrai que, pour tout vous dire, il y a peut-être un mois, Michael ne pouvait pas lancer un tournage tout seul. Non. Ce qui est toujours un peu le cas, mais... Ce qui est un peu chiant quand t'es youtubeur. Oui, c'est vrai. Conclusion, l'ensemble de cette technologie, actuellement, est permise grâce à Unreal Engine et donc grâce à ce développeur qui a codé tout seul dans sa chambre pendant des années. Incroyable. Donc, merci mec. Un autre développeur passionné qui va peut-être chambouler toute une industrie, c'était le président de Odoo. Vous les connaissez pas et pourtant ils sont partout et son parcours est très intéressant. C'était dans cette vidéo.